Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on s'ennuie sévèrement sur les marchés avec des marchés actions et même les marchés des devises qui sont coincés dans un range, donc il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça que je vous ai demandé sur le groupe Telegram, dont je remets le lien en description, si ça vous disait qu'on change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude et de faire une vidéo sur des anecdotes liées au marché financier. Donc le but de cette vidéo, évidemment, ça va être de se détendre, mais aussi d'apprendre des choses. Et sur le groupe Telegram, cette idée, ça vous semble plutôt pas mal. Donc on y va tout de suite pour les 7 anecdotes que je voulais vous présenter sur les marchés financiers. Donc la première anecdote que je voulais vous présenter, elle date de 2015 et aujourd'hui, elle fait cas d'école pour le risque opérationnel concernant les banques. Donc en 2015, on a un trader indépendant en Allemagne qui achète des produits structurés émis par BNP Paribas. Et en fait, ces produits structurés sont complètement sous-cotés et c'est pour ça que ce trader indépendant décide de les acheter. Alors pour resituer le contexte, ce trader, il a quand même fait 8 ans chez Citigroup en tant que trader. Donc il a un peu de bouteille, il sait ce qu'il fait, de quoi il parle et comment on calcule le prix des produits. Sauf que là, la différence, elle était vraiment énorme puisqu'il a acheté les produits aux environs de 108 euros et il a estimé qu'en fait, il valait plus de 54 000 euros l'unité. Donc le gars, il a fait all-in, il a acheté 3000 produits à 108 euros, donc il a dépensé 360 000 euros en gros, et il a attendu patiemment que BNP se rende compte de son erreur et recote tout simplement le produit à son juste prix, donc c'est-à-dire 54 000 euros l'unité, et ainsi il pourrait revendre avec une plus-value quand même de 163 millions d'euros. Donc BNP s'en est effectivement rendu compte, mais une semaine après, donc ça a été long, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement envoyé un courrier en disant qu'ils s'étaient trompés dans la cotation du produit et que de manière unilatérale, ils annulaient tout simplement l'opération. Donc aujourd'hui, on est encore en procès concernant cette affaire, en tout cas aux dernières nouvelles, donc ça ferait 5 ans de procédure. C'est sans doute pas terminé, mais bon, clairement, pour le gars, c'est le trade de sa vie. Donc s'il gagne le procès, et on peut penser qu'il a de grandes chances de le gagner, eh bien à ce moment-là, il encaisse 163 millions d'euros, donc pour lui, c'est terminé, merci, au revoir. Et la difficulté de cette affaire, c'est que l'opération, elle a été faite de gré à gré, donc il n'y a aucune bourse qui se porte caution pour l'opération. La deuxième anecdote maintenant que je souhaitais vous présenter, en fait, c'est une série d'anecdotes concernant les fat fingers. Donc qu'est-ce que c'est les fat fingers, les gros doigts en français? Eh bien, c'est quand un trader se trompe tout simplement, fait une erreur humaine sur son clavier. Par exemple, va acheter au lieu de vendre, se trompe de quantité ou se trompe de prix, et parfois les trois cumulés. Donc ça donne des situations qui sont en général assez drôles, alors malheureusement pas pour le trader, mais ça donne des situations complètement loufoques. Donc je vous donne tout de suite le premier fat finger qui est juste incroyable. En 2001, UBS qui vend 610 000 actions d'une société qui s'appelle Dentsu, donc c'est au Japon, et ils les vendent à 6 yens l'unité, alors qu'en réalité, l'opération, c'était de vendre 6 actions à 610 000 yens. Donc, ils ont échangé les quantités et le prix. Donc, une vraie catastrophe, clairement, pour UBS. Quand UBS s'en est rendu compte, ils ont demandé à l'autorité des marchés au Japon d'annuler l'opération. Et ils ont tout simplement refusé. Donc, ça fait quand même 100 millions de dollars de pertes pour UBS sur ce trade. En 2018, deuxième fat finger, Deutsche Bank a transféré par erreur 28 milliards d'euros sur un compte externe. 28 milliards d'euros, c'est plus que la capitalisation totale de Deutsche Bank en bourse. Dans le même registre, en 2015 et toujours chez Deutsche Bank, on a un employé qui venait de commencer tout juste sa carrière chez Deutsche Bank et qui a transféré par erreur 6 milliards de dollars sur le compte d'un hedge fund qui était un de leurs clients. Alors le boss de ce junior en fait était en vacances à ce moment-là et le junior a confondu un petit peu les lignes et il a envoyé 6 milliards dehors. Alors heureusement, il les a récupérés le lendemain, mais clairement, il n'a pas dû passer une très bonne nuit. Comme je vous disais, des fat fingers, il y en a plein, et il y en a plein aussi la littérature financière. Vous pourrez retrouver plein de cas différents de fat fingers, mais il y en a un dernier que je voulais aborder avec vous, parce que je le trouve quand même assez drôle. En novembre 1999, vous aviez un trader chez Lehman Brothers à Londres, qui était comme ça, tranquillement, en train de discuter avec son coude, ça sur le bureau, et son coude, il était donc sur le clavier, il ne se rendait pas compte qu'il envoyait plein d'ordres d'achat sur la valeur sur laquelle il était en fait sur son écran. Donc il a acheté pour 1,8 million de pounds d'une société qui s'appelle Premier Oil, qui est cotée au UK. Et donc le gars, quand il s'est retourné, il s'est rendu compte qu'il avait acheté pour 1,8 million de pounds comme ça, tranquillement sur son bureau. Donc c'est juste un truc de fou. La somme, elle est pas incroyable en soi, mais le gars, juste en posant son coude, 1,8 million. Troisième anecdote, tout de suite. En 2013, les traders confondent Twitter et Twitter.
En fait, en 2013, vous avez la société donc Twitter qu'on connaît tous, le petit oiseau bleu, qui décide de s'introduire en bourse et donc il fait une communication en ce sens. Et ça a déclenché des ordres acheteurs sur une autre société américaine qui s'appelle Twitter également, mais qui n'a rien à voir, qui fait des composants électroniques. Et les cours se sont envolés de 1800%. Et tout cela juste en quelques heures. La quatrième anecdote, elle concerne Isaac Newton, donc le célèbre physicien, et ses débuts en bourse. Il décide d'acheter une société qui s'appelle South Sea Company, qui était très en vogue à l'époque. Et ça marche plutôt bien puisqu'il double son capital et il empoche 7000 pounds de bénéfices. Donc en termes de profit, 7000 pounds de l'époque, ça représente aujourd'hui plus de 812 000 pounds. Donc c'est vraiment un gros bénéfice. Donc Sir Isaac Newton, très content de cette première expérience en bourse, décide quelques mois plus tard de réitérer l'expérience et donc de racheter la même compagnie à un cours plus élevé que ce qu'il avait vendu à l'époque. Et là, malheureusement, ça se passe très très mal puisqu'il perd 20 000 pounds sur son opération. Et donc 20 000 pounds de l'époque, ça représente aujourd'hui 2,3 millions de pounds. Donc vraiment une grosse claque pour Newton qui a arrêté les investissements en bourse après cette mésaventure. La cinquième anecdote que je voulais aborder avec vous, c'est celle que je vous ai présentée dans le groupe Telegram. Alors en fait, elle se trouve ici, cette anecdote, dans ce livre-là, qui est un livre de référence pour tous ceux qui veulent travailler en salle de marché et qui veulent vraiment bien connaître tous les produits dérivés. C'est un petit peu matheux, donc si vous aimez les maths, tant mieux pour vous, parce qu'il en faut un petit peu. Mais ce truc-là, c'est vraiment une bible pour tous ceux qui veulent bosser sur les marchés. Bref, parenthèse faite, il raconte une anecdote dedans qui est juste incroyable. Je vais vous la lire mot pour mot, parce que franchement, c'est super bien écrit, donc je ne vais pas m'en priver. Je vais reprendre exactement ce qu'il a marqué. Donc en fait, c'est dans le chapitre du fonctionnement des marchés des futurs, chapitre 2. C'est à la 24e page, pour ceux que ça intéresse. Et donc, il parle d'une histoire qui a été racontée à l'auteur du livre par un manager d'institution financière. Et cette histoire-là, elle concerne un jeune trader inexpérimenté qui vient juste de commencer son activité. Et en fait, il y a un des clients de cette institution financière en question qui a pris une position longue sur un contrat futur dont le sous-jacent était du bétail vivant. Et le client en question, à un moment donné, il a décidé de déboucler sa position. Et donc, le jeune trader, il fut chargé de l'opération. Sauf que il s'est planté, concrètement, ce jeune trader. Et en fait, il a commis l'erreur de prendre une position longue au lieu de prendre une position courte pour dénouer l'opération initiale. Donc, en fait, l'institution financière, elle s'est retrouvée longue, donc ça veut dire acheteuse de 2 positions, finalement, sur ce bétail vivant. Et c'était vraiment embêtant puisque c'est allé jusqu'à l'expiration donc, de ce futur. Donc le trader dut alors s'informer sur les conditions de livraison du bétail, ce qu'il n'avait évidemment jamais fait ni même envisagé de faire à un moment donné dans sa carrière. Et le bétail en question donc, pouvait être livré en différents endroits aux États-Unis. Et donc le trader ne pouvait qu'attendre la notice d'intention de livraison de la contrepartie en face, donc c'est-à-dire du vendeur des contrats. Et donc le jeune trader, finalement, il a appris que le bétail serait livré à plus de 3000 km du siège de la société et que ça allait être livré dès le mardi suivant. Donc il a dû se rendre sur place, ce qu'il a fait, et il a appris sur place en fait qu'il y avait une vente aux enchères de bétail chaque mardi. Et il a dû attendre donc le mardi en question de la livraison du bétail vivant, que le vendeur de contrat en fait aille acheter son bétail aux ventes aux enchères, lui livre, donc il a dû attendre cela, et ensuite lui a dû attendre une semaine après, le mardi suivant, pour aller revendre ce même bétail à la même vente aux enchères. Donc pendant tout ce temps-là, pendant une semaine, le jeune trader, il a été puni par sa banque et sa banque lui a demandé de s'occuper du bétail, donc de trouver déjà un endroit où les stocker et d'aller les nourrir toute la semaine. Donc clairement, c'est ce qu'on appelle un bon début dans la carrière financière. Sixième anecdote maintenant, alors vous savez certainement qu'on parle de bulles partout en ce moment, il y a des bulles sur le crédit, il y a des bulles sur les marchés. Là, je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie bulle. Ça se passe en 2014 aux États-Unis sur le marché des penny stocks, donc les toutes petites sociétés qui ont vraiment des micro-activités, voire pas d'activité du tout, mais qui sont quand même cotées. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a beaucoup plus de facilité pour coter une société qu'en Europe. Et donc, notre anecdote concerne une société qui s'appelle Think Technology.
Et en fait, cette société-là, elle a atteint 4,5 milliards de dollars de capitalisation avec 0 revenu et seulement 39 dollars d'actifs. Donc l'action, elle est passée de 10 centimes à 15 dollars en l'espace de 16 jours. Et en termes de pourcentage d'augmentation, ça fait 24 000% de hausse. Et donc une fois qu'elle a atteint donc, ces 15 dollars qui étaient le top de l'action, eh bien la tour reperdue, elle est retournée à 10 centimes dans les 20 jours qui ont suivi. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle du pump and dump. Donc c'est ce qui a été mis particulièrement en lumière avec Jordan Belfort, vous savez, le loup de Wall Street. C'est exactement ce qu'il faisait. Il faisait rentrer des pigeons sur des sociétés qui valaient rien en leur faisant croire que c'était l'avenir et qu'elles allaient révolutionner le monde. Et ça faisait monter le cours d'actions qui était assez peu liquide puisque c'est des petites sociétés. Et donc en 2006, vous avez quand même l'autorité des marchés financiers aux États-Unis qui estime qu'il y avait 15% des emails non désirables qui étaient à vocation de ces activités de pump and dump. Bon, heureusement, aujourd'hui, ils font quand même beaucoup plus attention à vraiment brider ce type d'activité et ce type d'arnaque. Quoique je réfléchis, en fait, non, mais en fait, ça se passe toujours en fait sur les biotech, les medtech. C'est ça, c'est des sociétés qui ne gagnent pas d'argent, où les particuliers ils financent, ils mettent au pot sans arrêt. Ah non, en fait, ça ne s'est pas arrêté, hein, c'est toujours le cas. Non, évidemment, je plaisante, c'est évidemment pas la même chose, c'est pas du pump and dump sur les biotech, sur les medtech, mais c'est juste pour souligner l'ineptie qu'on a sur certaines valeurs, qui gagnent zéro, voire qui perdent de l'argent, avec tous les particuliers qui s'enflamment là-dessus, en pensant que c'est la 8e merveille du monde. Ils comprennent même pas ce qu'ils achètent et ce qu'il y a derrière, et puis finalement, ça s'écroule. Ah bah comme Genfit, moins 75%, ça pique. Tout de suite, la 7e et dernière anecdote concernant des coupures de courant à Wall Street dues à des écureuils. C'est intervenu 2 fois, en 1987 et en 1994, et à chaque fois, il y a eu une coupure totale de l'exchange aux États-Unis. Donc, impossibilité de passer des ordres. En 1987, 82 minutes d'interruption. En 1994, 34 minutes d'interruption. Ils sont améliorés entre les deux. C'est l'expérience qui fait qu'ils ont été beaucoup plus rapides dans la résolution du problème. Malheureusement, les 2 écureuils sont morts. Voilà, donc j'en ai terminé avec toutes ces anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il y a énormément de choses à apprendre des autres, que ce soit leurs réussites et leurs échecs. Donc tout ça, ça laisse évidemment penseur. Surtout pour ceux qui veulent faire des carrières en finance, faites gaffe à pas vous gourer dans les quantités et dans les prix. Comme d'habitude, je remets en description les liens vers le groupe Telegram, vers le carnet de bord d'analyse technique que je vous envoie gratuitement tous les dimanches. En tout cas, j'essaye. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.